Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui d'inviter Sébastien Gouspillou pour le podcast numéro 4 des Stackers. Je me présente, je suis Jonathan Ascovici, le CEO de Stackinsat, et je suis en compagnie de mon associé Joss. Hello. Voilà. Donc Sébastien, que vous connaissez probablement, et si vous ne le connaissez pas, de toute façon, il va se présenter plus en détail. Et on a la chance de l'inviter aujourd'hui dans le contexte du halving de Bitcoin, hein. Donc pour rappel, très rapidement, Bitcoin est un système monétaire désinflationniste, contrairement au système fiat qui permet la création monétaire illimitée. Dans Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités. Et environ tous les 4 ans, la création monétaire est divisée par 2, donc tous les 210 000 blocs. En 2009, c'était 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes, puis c'est passé à 25, puis 12,5, puis 6,25, et maintenant, ce sera 3,125 bitcoins qui seront créés pour ce halving, à partir du halving 2024, qui théoriquement a lieu le 20 avril. Donc là, on est quelques jours avant le halving, mais ce podcast sera diffusé a priori le jour J du halving, donc le 20 ou le 21 avril prochain. Donc on va discuter avec Seb des conséquences de ce halving. Donc Sébastien est un mineur, entrepreneur, conférencier français, donc spécialisé sur le Bitcoin. Il est fondateur de Big Block Data Center et est également le CEO de BBGS. Il partage régulièrement ses connaissances sur le minage et le marché de l'énergie de manière plus générale, sur des plateaux télé, sur Twitter, n'est-ce pas, ou encore à Surfing Bitcoin tous les ans. Et je vous annonce en exclusivité qu'il sera évidemment là pour la 5e édition qui aura lieu donc fin août 2024, les 28, 29, 30 août. Voilà, il est aussi considéré comme l'un des ambassadeurs de l'investissement durable dans le minage de Bitcoin en France. Joss et moi connaissons Sébastien depuis 2019 et il faisait d'ailleurs partie de la délégation française au Salvador en novembre 2021, qui d'ailleurs personnellement est l'un de mes meilleurs voyages, et on a de très très beaux souvenirs, n'est-ce pas Seb, de ce voyage au Salvador en novembre 2021. Oui. Et bien, écoute, sans plus tarder, mon cher Sébastien, est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement ton parcours avant de rentrer dans Bitcoin? Oui, Ma alors première question. très vite, hein, juste avant, pendant quelques années, je travaillais pour un groupe qui faisait de l'agroforesterie en Asie. Et donc, j'ai travaillé pour cette boîte-là. Avant, j'étais dans l'immobilier de placement pour un promoteur. Alors, j'ai fait différents jobs. Et puis, je suis devenu d'abord bitcoiner et puis quelques 18 mois après, je me suis lancé dans le mining. D'accord. Et pourquoi alors le mining et qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans Bitcoin? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, c'est pas simple parce que moi, j'ai eu la chance d'en entendre parler très très tôt par mon associé JF et puis j'ai complètement raté le coche, mais on s'est revenu plusieurs fois à mes oreilles jusqu'au jour où ça a fini par percuter. Mais en revanche, le mining, dès que je me suis vraiment intéressé à Bitcoin, j'ai adoré. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches et puis je me suis intéressé au mining. Je suis allé voir sur les groupes Telegram des mineurs s'il y avait moyen de visiter une ferme en Chine parce que j'étais tout le temps en Asie à cette époque-là. Et en Chine, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un gars à Taïwan qui a fini par me répondre OK. Puis on s'est retrouvé genre 2 mois après. J'étais à Taïwan pour le boulot. Ils sont venus me chercher le soir, ils m'ont emmené visiter la ferme et là, ça a été une révélation. Ouais. Ça, c'était fin de 2015 et un an après, on ouvrait la nôtre, quoi. D'accord. Quand tu parles de révélation, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'est quoi? C'était le bruit des mineurs? C'était le business model quand il a expliqué? Enfin, c'est quoi l'élément déclencheur de ta révélation? Alors, non, c'était pas du tout le business model. On n'y a pas vraiment, je crois qu'on n'avait pas vraiment échangé là-dessus avec les gars. Mais non, c'était le gigantisme des installations, hein. Ils avaient peut-être 5000 machines là-dedans. C'était énorme, des énormes transfos, des énormes câbles, un bruit dingue. Enfin, vraiment, je découvrais une industrie énorme dont on n'avait pas du tout conscience, nous, en Europe. Enfin, il y avait pratiquement rien en Europe à l'époque. Il y avait un peu en Islande. Enfin, il y avait du solide en Islande, mais j'avais jamais vu en Islande. Et bon, ben là, c'était vraiment très impressionnant, ouais. Parce que là, Et
C'est vrai que comment se présentait l'industrie du minage à cette époque-là, et c'était quelle année en fait d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous remettre dans le temps exactement, si tu te rappelles? Ouais, c'était fin 2015. D'accord, et donc Fin comment de- était l'industrie à ce moment-là? Quels étaient les acteurs en C'est place? pas le hash rate. C'était Ah, c'était tout petit, le hash rate, c'est complètement dingue, hein. C'est, je connais pas le niveau, mais à l'époque, avec un conteneur de mining de 500 S9, par exemple, on aurait déjà été un gros mineur, quoi. ah ouais, Ouais. ah oui, Nous, OK. tu vois, on avait la plus grosse ferme de France, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs mineurs de Bitcoin. On avait quoi, 120 mécanes? D'accord, OK. Et en fait, c'est de voir le Non, je gigantisme. fais, ouais, peut-être un peu plus quand même. Enfin bon, c'était tout petit par rapport à maintenant. Ouais. Maintenant, pour être une goutte d'eau, il faut déjà avoir un sacré paquet de conteneurs. Ouais. Et en fait, c'était donc le gigantisme de cette installation qui t'a dit, oui, il y a un vrai business, c'est du vrai travail, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter, et c'est pas juste tu branches un truc et c'est fini. Et c'est pas, enfin, c'est un truc conséquent qui t'a donné envie en fait. Ouais, c'est ça, c'est de voir toute cette réalité matérielle au Bitcoin qu'on perçoit difficilement quand on n'a pas vu ça, et puis surtout à l'époque, et puis de voir des gens qui bossaient dedans au quotidien, beaucoup de gens en plus, c'était vraiment une grosse ferme, et ça a donné de la matérialité à Bitcoin, ouais. Et ça m'a aidé à m'embarquer vraiment dans le truc et à y croire encore plus, ouais. Et au point de me dire, j'abandonne tout, j'avais un bon job, hein, je gagnais bien ma vie, et d'abandonner tout pour me lancer là-dedans, ouais. Et alors, raconte-nous un peu comment tu t'es lancé là-dedans. Bah, du coup, je suis retourné voir JF qui, je te dis, m'en avait parlé beaucoup plus tôt, hein. C'est un pote d'enfance, c'est mon meilleur pote depuis toujours, donc on était resté en contact tout le temps. Et puis cette fois-ci, en rentrant d'Asie, je suis allé le voir, et puis je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu, ça te branche toujours le Bitcoin. Et puis je lui ai dit, si tu veux, on monte une boîte tous les deux. Donc c'est comme ça qu'on a lancé Big Block, ouais. Excellent. Ouais. Donc, Big Block, c'était créé en quelle année? Alors officiellement sur le papier 2017, mais on a commencé l'activité en 2016. Ok, Alors d'accord. c'est pas qu'on a traîné, hein, c'est que le tribunal de commerce, ouais, c'est ça, le tribunal de commerce qui te donne enfin, où tu enregistres ta boîte, là, ils étaient en grève à l'époque à Nantes. Donc on a attendu 9 mois ou 10 mois l'ouverture de la boîte, je crois. OK. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux, donc finalement on est sur tes sociétés, est-ce que tu peux nous présenter finalement tes 2 sociétés, hein, que sont, Big Block et BBGS, et finalement, quelle est la philosophie ou la thèse, que tu essaies de développer dans ces sociétés, au sujet du minage? Alors on a plus de sociétés que ça, hein, parce qu'on a aussi Big Block Green Services Asset Co, donc qui était une boîte qui nous a permis de lever des fonds et d'ouvrir, enfin, et de participer à l'ouverture de plusieurs fermes. Et puis on a Big Block El Salvador maintenant qui vient d'être ouvert tout récemment. Mais enfin, tout ça c'est la même chose. En gros, il y a une partie, c'est Big Block Data Center, c'est le hardware, donc on vend les fermes, on vend tout l'équipement d'une ferme, y compris les ASIC. Et puis on est aussi broker d'ASIC pour d'autres confrères qui se cachent chez nous pour leur ferme en Russie par exemple, en Europe de l'Est. Et puis BBGS, elle, la société BBGS, c'est que de la gestion des fermes. Donc on gère pour nos clients leurs fermes, leurs containers. Et donc, c'est un Et peu nos, du minage as a service, quoi, en gros. ouais, et nos clients, les propriétaires des conteneurs, peuvent être les compagnies d'électricité avec lesquelles on travaille, comme de gros investisseurs. Ok. Alors, est-ce que tu peux parler justement un peu de ces producteurs d'électricité qui sont tes clients? C'est quoi le profil et pourquoi ils viennent te voir pour quoi faire finalement? Bon, c'est toujours la même chose, hein. Alors, parfois, c'est nous qui les contactons, parfois, c'est eux qui nous contactent. Mais en fait, l'idée, c'est toujours pareil. C'est on identifie, eux, ils ont identifié ou nous, on a identifié des surplus, c'est-à-dire une capacité de production très supérieure à ce qu'ils annoncent vendre. Et donc, il y a une opportunité pour du mining dans ces conditions-là. Donc, dès lors qu'on peut se parler, ça leur saute aux yeux, l'évidence, hein. En général, ils seraient ravis d'avoir un client de dernier recours qui vienne leur acheter tout ce qu'ils savent pas vendre ailleurs. Et le mining est la première industrie en capacité de proposer ça. Donc, dès que les gars ont vraiment compris ce qu'on leur raconte, et puis qu'ils se rendent compte que Bitcoin, c'est solide, parce que il y a 7 ou 8 ans de ça, c'était beaucoup plus dur de convaincre un électricien, parce qu'il disait, OK, j'ai bien compris, vous allez m'acheter mes surplus, mais combien de temps, quoi?
combien de temps votre histoire de Bitcoin, ça va durer, quoi. T'as quand même des grands patrons de banque qui ont annoncé que le Bitcoin allait descendre à 1 dollar et tout ça. On a eu des périodes où des électriciens ont reculé parce qu'ils se faisaient peur, et surtout dans les périodes de bear market. Ils voyaient le cours baisser, baisser, baisser. Ils disaient non, mais les gars, ça marchera jamais votre truc, on arrête tout. Et pendant les boules, les compagnies d'électricité reviennent et disent finalement, on a eu tort, on aurait dû faire il y a 3 ans ou 4 ans, et maintenant on est prêt, quoi. Voilà, Donc donc, c'est donc, toujours la non. même histoire, hein, c'est des surplus, et quand il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de discussion envisageable, quoi. Et donc, en fait, tu as vraiment vu le changement de position, enfin, en tout cas de mentalité, et l'acceptation du fait que Bitcoin, c'est la façon la plus simple, la plus facile et la plus rapide et la plus optimale de convertir de l'énergie en valeur. Bah oui, c'est tout ça, et puis surtout, souvent, c'est la seule qui est en capacité de le faire. Tu vois, on a l'exemple de notre ferme au Virunga, au Congo, hein. Tu peux pas envisager de mettre un autre type d'industrie aussi gourmand en électricité dans ce coin-là. C'est absolument impossible. Il n'y a pas d'autres clients potentiels à ce niveau-là, sur site, hein, tant que le réseau est pas distribué, qui est capable de leur acheter toute cette électricité. Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Ce qu'on a fait à Oman, c'est exactement pareil. Oman envisageait son parc technologique avec des gros data centers, sauf que tu n'as qu'une source d'électricité pour l'instant, hein. Ça va changer avec le solaire, mais il n'est pas fini de construire leur parc. Donc pour l'instant, il n'y a que le mining qui est en capacité de leur absorber leurs mégawatts de flare gas. Et ça, ils l'ont bien compris, hein, c'est devenu Ouais. mainstream. C'était beaucoup plus compliqué en 2017 ou en 2018 de convaincre des électriciens parce que Bitcoin était moins mainstream, quoi, était beaucoup plus sulfureux dans la tête des gens. Alors même avant de rentrer en fait sur ton parcours à l'étranger et dans tout un tas de pays où tu bosses, parce que ça franchement c'est passionnant et d'ailleurs on t'appelle l'Indiana Jones du Bitcoin et c'est toujours assez drôle de te comparer à ce personnage. Mais on aimerait aussi avoir ton retour d'expérience. Alors si tu peux nous le donner sur bah, finalement tes contacts et tes sollicitations auprès d'EDF au tout début, parce que j'imagine toi, français, tu venais de créer tes boîtes assez naturellement. J'ai envie de dire, tu as dû contacter bah, le fleuron français EDF pour éventuellement développer le minage de Bitcoin en France. Alors, Bah ouais, encore une fois, carrément, hein. On avait même réussi à développer un partenariat assez noué. Ils m'ont fait venir aux Electric Days, hein, ça avait même été filmé par Marco de en quelle Bitcoin.fr, année? En quelle année? 2017, il me semble, ou 2018, hein, mais Ok. plutôt 2017, je crois. Et donc, ils nous ont envoyé deux équipes chez EDF en même temps. Une équipe qui venait de l'hydroélectricité de Grenoble, donc la direction de l'hydroélectricité qui est à Grenoble, enfin dans l'Isère. Et puis, une équipe qui venait de la région parisienne et qui dirigeait EDF Nouvelles Énergies. Et donc, il y avait le numéro 2 d'EDF Nouvelles Énergies, Fatih Beliali, qui était dans ce groupe-là avec son équipe. Et donc, ces deux équipes sont venues chez nous. On a beaucoup travaillé dessus. Et donc, en conclusion, l'ingénieur et le chef de l'hydroélectricité a, a passé un appel d'offres pour 2 conteneurs de mining. Et à l'époque, son propos, c'était de commander un conteneur d'ASIC, Bitcoin, et un conteneur euh, pour miner des altes. Et l'idée, évidemment, c'était qu'il dimensionnait l'appel d'offres pour que nous, on puisse répondre sur les ASIC et que Owen, Simonin, HR, répondent sur les cartes graphiques. Il y avait que nous, à l'époque, hein, qui avions été en contact avec EDF. Et donc, l'appel d'offres paraît officiellement au journal officiel. Et le gars de EDF Nouvelles Énergies, Fatih Beliali, m'appelle et il me dit, c'est quoi cet appel d'offres et tout ça? Je dis, j'en sais rien. Enfin, moi, c'est ton collègue qui l'a passé, qu'on voit avec lui. Il m'a dit, bah oui, ça doit pas être fait comme ça. La blockchain chez EDF, c'est moi. Et donc, effectivement, c'est tellement lui qu'il a créé la boîte qui s'appelle Exaion, là, et qui fait du staking, du smurfing et je ne sais quoi comme autre truc, là, mais qui font pas de mining. Ils utilisent pas d'électricité. Les mecs sont trop contents. Et à l'époque, il a fait capoter ce projet d'EDF de faire un POC, hein, un Proof of Concept sur l'hydroélectricité de l'Isère. Et c'est malheureux parce que t'imagines, ce pays aurait commencé à miner en 2017. C'est sûr que très rapidement, ils auraient réalisé l'intérêt énorme que ça représentait.
et on aurait des conteneurs partout. Enfin, nous, EDF aurait des conteneurs partout. C'est ça qui comptait pour moi, hein. C'était surtout maintenant, hein, je m'en fous complètement de mettre des conteneurs en France plutôt qu'ailleurs. Bien sûr, mais je Mais te parle de l'époque. Ouais, et à l'époque d'ailleurs, donc c'est quand même incroyable que ce Fatih ait eu le pouvoir d'annuler toutes les discussions que vous aviez avec EDF quand même. ah bah, il a fait annuler un appel d'offres qui était officiel et qui était déjà au journal officiel, quoi. Alors, est-ce que pour Voilà. nos auditeurs, tu pourrais expliquer quel intérêt ils auraient eu à miner, justement? C'est quoi les bénéfices qu'ils auraient pu avoir pour EDF ou pour le réseau électrique français? Ah bah, il est simple, hein, exactement comme au Texas aujourd'hui. Ça aurait pu être un régulateur pour éviter bah, qu'on gaspille énormément de capacité de production. Il faut voir que nos centrales nucléaires aujourd'hui, et bien qu'on en ait fait péter une, Fessenheim, on est l'essentiel du temps, on est en extra capacité, on a trop de puissance, on la donne aux Allemands en ce moment, on vend à prix négatif. Ça arrive et on vend souvent à zéro. Donc il y a des surplus, bien sûr, ouais. Il y a des Même en surplus comme France, dans il y a des surplus non exploités. tous les gros pays producteurs, hein, tu as des surplus. Alors, comme c'est pilotable, le nucléaire, on baisse la bousine, quoi, et puis on dit, bah non, vous voyez, il n'y a pas de gaspillage. Mais on n'a pas construit des centrales nucléaires pour qu'elles travaillent à 10% de leur capacité, hein. L'idée, c'est de la rentabiliser, de gagner de l'argent, et donc de les faire travailler comme elles doivent travailler, en vitesse de croisière. Et il y aurait énormément à prendre, et sur l'hydro et sur le nucléaire, il y a énormément de surplus. Et, et surtout, EDF aurait commencé à miner. À l'époque, on minait encore beaucoup de bitcoin. Et donc, il serait à la tête d'un gros capital. C'est extrêmement dommage, extrêmement dommage. Par contre, tu n'as pas parlé donc, des énergies non pilotables telles que le solaire ou l'éolien, ou quand tu as de l'électricité éolienne qui est fabriquée à 3 heures du matin, qu'il n'y a personne pour l'acheter, a priori, Bitcoin peut être un bon moyen pour valoriser cette Oui, énergie. oui, c'est pareil, mais si tu veux, en fait, on fait en sorte d'absorber en France toute l'énergie qui vient du renouvelable en jouant sur le nucléaire, en baissant la capacité du nucléaire. Donc, ça revient au même que ce que je te disais. C'est ce que dit Pierre Rochard au Texas. Eux, ils estiment qu'ils absorbent essentiellement le renouvelable, alors que le réseau est fait à 60% ou 65% avec du gaz. Dans tous les cas, ça permet de mieux faire tourner les outils et ça permet de rentabiliser mieux les outils pour les producteurs, ça c'est certain, quels que soient les pays qui produisent, hein. Dès lors que tu as beaucoup de renouvelables, et avec du nucléaire, c'est encore une autre dimension, tu as forcément des surplus. Donc, il n'y aurait peut-être pas un gros mining en France, hein. Ça serait moins impressionnant qu'aux États-Unis, proportionnellement à la puissance installée. Mais il y avait de quoi faire un beau petit mining, ouais. Je pense qu'on aurait pu combler les 2 milliards de trous d'EDF. Ouais, ça peut être un bon conseil à Pour leur nos donner. politiques. Voilà. Mais Ah ben, je l'ai beaucoup donné, ce conseil, hein. Je l'ai beaucoup donné. Ok. Je l'ai donné à l'Assemblée nationale en 2018. J'ai bien expliqué. J'ai fait un rapport. Quand Bruno Le Maire est intervenu à la Blockchain Day en 2018 ou 2019, c'est début 2019. Là aussi, je l'ai chopé dans les couloirs, je l'ai interpellé, je lui ai expliqué ma manière de voir parce qu'il avait dit en France, on va faire la blockchain moins polluante et tout ça. Et vous êtes complètement hors course, là, c'est pas du tout ça le sujet, tout ça. Il m'a dit, faites-moi une note et je vous fais venir à Bercy. Je lui ai fait la note dans le train en rentrant à Nantes et puis ça fait 5 ans maintenant et j'ai pas de nouvelles. parce Ouais. que ça d'ailleurs, Donc est-ce que tu peux. ça fait de la peine parce que le Japon s'y est mis aujourd'hui, tu vois, l'électricien, l'équivalent d'EDF au Japon, a une politique minière développée. Enfin, il y a tellement de pays qui s'y mettent et nous, on est à la ramasse, ouais. La Russie, l'Iran. Mais non, c'est clair. Mais après, Oui. j'aimerais quand même qu'on revienne et ce serait une bonne transition pour justement tes explorations du monde. Et Dieu sait que tu en as fait, et je sais qu'il y a quelques anecdotes assez rocambolesques. Avant d'aller sur ces histoires-là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que des barrages hydroélectriques, bah justement en fait le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique, et pourquoi est-ce que par exemple pour revenir à celui de Grenoble là, pourquoi est-ce que finalement l'électricité qui est produite n'est pas consommée. Est-ce que tu peux expliquer en fait le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique et pourquoi est-ce que ça aurait pu être très intéressant à l'époque à Grenoble? Alors, ça n'aurait pas Rapide. été. Attention, hein, par rapport à la taille de l'hydroélectricité française, l'idée c'était de mettre 1 mégawatt, hein, donc c'était vraiment une toute petite proportion. Mais
pour ce genre de choses, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le barrage, lui, il a une capacité de production permanente et il n'a pas forcément la demande en face, même s'il met tout sur le réseau. Alors, en France, c'est moins flagrant. Encore une fois, on aurait dans tous les cas un mining qui serait pas énorme, mais il serait utile. Mais nous, les centrales sur lesquelles on travaille, c'est des centrales qui sont structurellement trop grosses par rapport à la demande actuelle, parce que le réseau n'est pas fini de développer, par exemple. L'exemple d'Itaipu au Paraguay, hein, c'est un des barrages les plus gros du monde. C'était le deuxième plus gros du monde quand il a été construit. Il a énormément de demandes, mais il a énormément d'offres. Et l'offre reste très supérieure à la demande. Et donc, bah là, typiquement, hein, le mining arrive, peut se positionner sur place, a très peu d'exigences, n'a pas besoin d'une deuxième boucle électrique, a besoin de vraiment être très peu demandeur en termes de technicité, d'infrastructure. Et aujourd'hui, le Paraguay réalise l'opportunité dingue que c'est pour eux. Tu vois, il y a des députés qui ont proposé d'interdire le mining pendant 6 mois là parce qu'il y avait des mineurs, enfin en gros des gangs qui se sont mis à devenir mineurs et à voler de l'électricité au pays. Donc, les agents de la Compagnie nationale d'électricité ont envoyé des agents sur site. Ils se sont fait flinguer. Ils en ont tué 7 en l'espace d'un mois. Les mineurs, les gangs de mineurs. Donc, il y a une répression et donc les députés ont proposé d'interdire le mining au moins pendant 6 mois. Et puis, ça va pas se faire parce que c'est vraiment une opportunité financière. Alors, évidemment, ceux qui volent, non, hein, mais ceux qui volent pas et qui payent leur électricité, euh, le Paraguay a réalisé que maintenant c'est une opportunité. Et le président du Paraguay était vraiment très anti-Bitcoin. Il a écrit plusieurs fois que c'était une malédiction, ce truc-là. Et la semaine dernière, il a visité une ferme de mining pour la première fois. C'est secret, hein, mais je peux vous le garantir. Il a visité personnellement une ferme de mining la semaine dernière. Ok. Et donc, juste après, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, c'est-à-dire que sur un barrage, ou de manière générale, en fait, le coût de stockage ou le coût de transport est bien trop élevé, ce qui fait que ça ne rentabilise pas forcément la production, hein. C'est ça, est-ce que tu peux nous expliquer cette partie-là aussi? Bah dans beaucoup de cas, t'as pas le réseau de distribution, hein, c'est surtout ça. Alors tu vois, là, nous, par exemple, on ouvre une nouvelle ferme au Congo-Brazzaville. On l'ouvre cet été, là. Et donc, c'est une centrale qui fait 20 mégawatts. Et là, on prend, nous, 14 mégawatts parce que cette centrale a maintenant 6 ans et elle tourne pas. Il y a pas de demande. C'est ça, mais donc, Il y et a pas de- pourquoi ils ne stockent pas? Parce que naïvement, on peut se dire, bah, ils peuvent Bah, stocker, et puis après, tu peux pas stocker indéfiniment, hein. Tu as une réserve d'eau. Vu qu'ils absorbent même pas un tiers de la capacité de production, il faudrait qu'ils stockent de l'eau, mais puis pourquoi faire? Parce que de toute façon, le réseau est pas amené à arriver tout de suite, quoi. Donc les stocks sont pleins et ils passent leur temps à ouvrir les vannes parce qu'ils n'ont pas de demande. Et, et donc, alors ça, après, c'est de la géopolitique. Tu vois, ce barrage-là, il est à la frontière de 3 pays, il devait alimenter les 2 autres pays. Ça a changé de président dans les 3 pays, les 3 nouveaux s'entendent plus. Donc, ça a dû contribuer au fait qu'à la moindre demande que prévu. Il y avait aussi une grosse activité forestière qui devait arriver et qui n'est pas arrivée. Enfin, voilà, des centrales comme ça qui sont en extra capacité systématique, j'en connais partout, hein, enfin en tout cas en Afrique et dans plein de pays d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ces centrales-là ont trop de ok. capacité. Alors elles peuvent stocker et puis ou libérer l'eau, hein, c'est pas grave si tu veux, mais simplement, bah, pendant ce temps-là, ça gagne pas d'argent, quoi. Cette centrale-là dont je te parle, c'est une centrale d'État, et malgré ça, tu as des gars qui disent, nous, on est payés au lance-pierre, quoi, quand ils ont le temps, hein, parce que on rapporte pas une thune à la C'est ça, et c'est société, là, donc voilà. et c'est là où Bitcoin, encore une fois, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas vraiment à quoi ça correspond, c'est là où l'utilité de Bitcoin est évidente. C'est-à-dire que ce sont des barrages qui, justement, bah, n'arrivent pas à vendre cette électricité qui est inutilisée. Et toi, justement, tu arrives pour leur proposer un surcroît de revenus en ne faisant rien. C'est ça qui est Ah magique. bah oui, c'est ça qui est magique pour eux, absolument, ouais. Et puis il y a toutes les nouvelles grosses centrales qui sont ouvertes et qui ne rencontrent jamais leur demande à l'ouverture, hein. D'abord, quand on construit une centrale, on construit en fonction du potentiel fluvial et pas en fonction de la demande. Donc, si on a une capacité de faire une centrale de 300 mégas, on va essayer de faire une centrale de 300 mégas. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, il y a une demande qui n'équivaut qu'à 100 mégas dans la région.
Donc, on sait qu'il va falloir tirer des lignes de tension. On compte aussi sur le développement démographique de ces régions et tout ça. Mais il y a des laps de temps qui peuvent être de 5, 10, 15 ans, pendant lesquels tu vas avoir structurellement une extra capacité. Ouais. Alors, c'est une très belle transition, parce que j'aimerais bien justement que tu nous fasses un petit peu le récit de ta ferme de minage au Virunga, qui est pour moi une très belle histoire et qui est un très bel exemple de l'utilité de Bitcoin et qui est dans la continuité de ce que tu viens de dire. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit 5 minutes pour expliquer un peu d'où vient cette ferme de minage, à quoi elle sert et quel est le potentiel dans les prochaines années? Ouais, je vais faire très vite et je vais partir du début. Donc, le parc des Virunga, c'est le plus vieux parc d'Afrique, parc national, qui héberge la majorité des espèces d'Afrique. Hein. Plus de 50% des espèces d'Afrique se retrouvent dans ce parc-là, dont les gorilles de montagne et les derniers grands gorilles, les silverbacks, qui sont en voie d'extinction. Bref, ce parc est immense, c'est protégé par 850 rangers qui sont dirigés par le gouverneur, hein, le directeur du parc, Emmanuel de Mérode. Et lui, il a compris que ce parc était extrêmement menacé parce que les gens se chauffent font la cuisine avec du charbon de bois et donc ça tape dans la réserve forestière. La forêt diminue et l'espace vital de ces animaux diminue. Et donc, il a trouvé comme parade d'amener l'électricité aux populations pour qu'ils arrêtent d'utiliser le charbon de bois. En gros, c'est l'idée première. Et après, l'électricité permet de créer de l'industrie, des factories, des manufactures, de créer de l'emploi et donc de sortir les gens de la crise, d'assécher aussi la ressource en troupes pour les rebelles parce que c'est la guerre dans ce pays-là. Bref, il a mis en place une politique d'électrification et il crée des centrales hydroélectriques. Et sur cette centrale-là, qui était sa troisième réalisation, on s'est retrouvé dans une zone très isolée où il fallait tirer des réseaux qui coûtaient très cher. Et le parc s'est retrouvé avec très peu de moyens à ce moment-là parce qu'ils ont perdu tout l'argent que leur ramenait le tourisme à cause du Covid. Et donc, bref, ils ont vu leur centrale arriver avec plus de moyens pour tirer les réseaux, la guerre qui se rapprochait de la zone et qui compliquait encore l'extension des réseaux. Et ils se sont dit, on va ouvrir en septembre, ça c'était en 2020, on va ouvrir en septembre et on n'aura pas de clients. Cette centrale toute neuve, on va même pas pouvoir faire les tests avec la clientèle qu'on aura au bout du réseau. Donc, ils étaient en train d'acheter ce qu'on appelle des conteneurs alors, comment ils appellent ça? C'est des conteneurs de résistance pour pouvoir tester la centrale. À la mise en service, ils en étaient là parce qu'ils avaient zéro réseau. Et de fil en aiguille, ils se sont dit, tiens, plutôt que de mettre un banc de charge, c'est comme ça que ça s'appelle, ils se sont dit, il y a peut-être moyen de faire du mining de Bitcoin. Donc, il m'a contacté, le gouverneur. On a pris rendez-vous, on s'est rencontrés en France et de fil en aiguille, on a commencé à installer 2 conteneurs, puis maintenant, on en a je sais pas, une quinzaine là-bas sur site. Donc, pour lui, c'est une aubaine incroyable parce que le mining est venu substituer comme manne financière au tourisme, qui a complètement disparu depuis le Covid. Et maintenant, ils peuvent pas le relancer à cause de la guerre. Là, il y a vraiment une guerre civile qui est très très dense en ce moment, très intense, et il est plus question du tout de faire venir des touristes dans la forêt. Donc, le mining a pris une place hyper importante. Emmanuel nous a dit dans une interview qu'on a faite il y a peu de temps, on y était là avec Grand Angle. Il estime que ça lui rapporte 150 000 $ tous les mois. Donc, ils sont enchantés de cette opération qu'ils ont faite. Ouais. Ouais, bah écoute, franchement, c'est une belle histoire. Et après, est-ce que tu peux nous parler du cadeau que tu nous as fait l'année dernière à Surfin, avec tous les participants de Surfin ont eu une petite boîte de chocolat du Virunga. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte ça s'est fait? Et ouais, ben c'est exactement ce que je t'explique là. L'électricité sert à faire des usines, et là, en l'occurrence, ils ont créé une chocolaterie qui fait du très bon chocolat. Et alors, ce qui est rigolo, hein, c'est que cette chocolaterie a tellement de succès que ils ont de plus en plus de demandes en cacao. Ils ont de plus en plus de petits paysans du coin là, de la région, qui se sont mis à faire du cacao pour le ramener. C'est devenu une véritable industrie dans la région. Et, euh, et donc, pour pouvoir grossir leur production, ils doivent sécher le cacao de manière électrique et ventiler. Ça répond aussi à des normes européennes et américaines. Et donc, pour pouvoir étendre leur production, il faut qu'ils achètent un séchoir à fèves de cacao. Et donc, avec Emmanuel, on a mis au point le séchage du cacao par un conteneur de mining. Donc, dans cette zone-là, qui est pas du tout celle où on est habituellement, hein, c'est de l'autre côté du parc, on installe un conteneur de mining qui ne va servir qu'à ça, qu'à sécher le cacao. Et miner du Bitcoin en même temps.
Et il va miner du Bitcoin en même temps, bien sûr. Mais plutôt que d'acheter à fond perdu un séchoir, ils se sont achetés un nouveau conteneur de mining et ils savent qu'ils vont le rentabiliser très vite. Donc ça a énormément de sens. Et puis on est hyper fiers de pouvoir dire que ce chocolat a vraiment une intervention maintenant directe du Bitcoin dans sa fabrication. C'est une très très belle histoire. Ce qu'on dit souvent. C'est d'autant plus une belle histoire que euh, avant que les agriculteurs amènent le cacao à la chocolaterie, ils doivent le laisser sécher 3 semaines. Tu sais, ils l'enterrent très légèrement dans le sol, ils doivent le sécher là 3 semaines. Pas sécher, fermenter. Et c'est pendant ces 3 semaines qu'ils sont les plus vulnérables aux bandes rebelles qui arrivent là, qui les dépouillent et qui les assassinent souvent. Hein. Donc l'idée, c'est aussi de faire disparaître cette zone de 3 semaines où ils sont très fragilisés, les producteurs, de façon à pouvoir stocker le cacao et le sécher beaucoup plus rapidement avec le séchoir électrique. Donc il y a tout un effet bénéfique à l'arrivée de l'électricité. Et le mining n'est qu'une béquille économique à l'arrivée de cette électricité, mais permet aussi de sécher le chocolat. Donc on est vraiment content. La boucle est bouclée avec ce projet-là. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mineur ne vient pas voler de l'électricité qui pourrait être utilisée pour une industrie spécifique, mais il vient prendre du surplus à moindre coût. Et il y a pas, est-ce qu'il y a un risque que des mineurs de Bitcoin viennent phagocyter l'énergie utilisée qui pourrait être utilisée pour une industrie autre? Parce que ça, en fait, cet argument-là, beaucoup de détracteurs l'utilisent, justement. Est-ce que tu peux défendre ce point-là? Ouais. Oui, parce que c'est une très bonne question. Après tout, là, Emmanuel, il a sa centrale aujourd'hui, cette centrale-là, celle de Louviero, sa 3e centrale, qui arrive à être rentabilisée par le mining très largement. Pourquoi aller s'embêter à tirer des réseaux pour amener l'électricité à la population? La question est tout à fait légitime. Hein. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que leur mission, c'est d'amener l'électricité aux populations et de créer du développement. Donc, eux, ils vendront de l'électricité aux populations dès qu'ils auront une opportunité de le faire. Et la deuxième raison, c'est purement économique. C'est-à-dire qu'on achète l'électricité vraiment, tu l'as dit, hein, Jos, juste avant, à très bon marché. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à nous vendre l'électricité à vil prix comme ça, alors que la population la paye 10 fois plus cher. La centrale de Matébé qui alimente Goma, qui est à peu près de la même taille que celle de Louviro, elle rapporte 5 fois plus d'argent que celle de Louviro qui ne fait que du mining. Donc, leur intérêt, c'est pas du tout de se concentrer sur le mining et de se satisfaire du mining. Hein. C'est vraiment une béquille économique qu'on espère le plus ponctuel possible. On l'espère pour le parc. Hein. Parce que les conteneurs, on les mettra ailleurs s'ils en ont plus besoin sur ces sites-là. Et notamment sur leur prochain site, parce qu'ils ont prévu d'ouvrir 4 autres centrales. Parce que c'est ça aussi l'autre avantage de ton métier, Sébastien, c'est que tu peux très facilement déplacer les conteneurs. Et ça, c'est aussi... Enfin, facilement. Alors, je vais peut-être... Plus facilement que de déplacer un conteneur. Quoi. Voilà. Plus facilement que de déplacer une usine, mais c'est pas aussi simple qu'on peut le penser, surtout là au Virunga, hein, enlever les conteneurs, ça serait un challenge impressionnant. Hein. Les routes sont dégueulasses, faut sortir toutes les machines des conteneurs, bien les remettre dans les cartons d'origine, c'est un sacré boulot, mais c'est faisable. Et ça sera jouable de le faire, évidemment, dès qu'ils auront plus besoin de nous sur les sites ou qu'ils auront besoin de nous, mais moins gros. Je pense que on diminuera la charge petit à petit. Hein. Mais on a tellement de projets, effectivement, ailleurs et on peut les bouger, les conteneurs, que ça nous inquiète pas du tout. Hein. Tant qu'on est dans le débunkage des idées reçues véhiculées par la presse un peu mainstream, donc on entend souvent que le Bitcoin, miner du Bitcoin émet beaucoup de CO2. Donc, a priori, quand on met une sonde de CO2 à l'arrière d'un ASIC qui mine du Bitcoin, il y a 0 émission de CO2. Par contre, il y a beaucoup d'émissions de chaleur. Et chaleur que, du coup, vous recyclez ou vous revalorisez en faisant sécher des fèves de cacao ou toute autre chose. Je sais aussi qu'il y a des serres qui sont chauffées avec des mineurs. Il y a des immeubles à Vancouver qui sont chauffés aussi avec la chaleur émise par des mineurs de Bitcoin. Mais il faut rappeler quand même qu'un mineur n'émet pas de CO2. C'est la production de l'électricité qui peut éventuellement en produire. Ouais, bah oui, tout à fait. Hein. C'est des centrales qui produisent du CO2, c'est pas nous. Et si elles en produisent, elles sont disqualifiées pour le mining. Aujourd'hui, franchement, toutes les études qui nous annoncent du mining à 50% green,
ils se plantent. Alors, sauf celle des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a vraiment une carte très précise du mining, en Amérique du Nord avec le Canada, mais ailleurs, personne ne sait. Donc, Cambridge, je ne sais pas du tout quelle proportion de mining est green. Et moi, hors États-Unis, je n'ai jamais vu, depuis le Kazakhstan, je n'ai jamais vu une ferme autrement que sur du renouvelable. Alors, peut-être qu'ils se cachent, les mecs, j'en sais rien, mais il n'y a plus de ferme au charbon, ça c'est sûr, à part peut-être chez les oligarques kazakhs qui sont aussi mineurs de charbon. Donc, ils produisent le charbon, ils ont les centrales électriques, ils complètent le truc, ils mettent des fermes de mining, ils payent pas le charbon. Là, c'est jouable. Mais sinon, c'est trop cher, hein, les hydrocarbures aujourd'hui. À part le gaz, où il y a des nappes de gaz qui sont hors marché, et là, on peut trouver du gaz vraiment pas cher pour faire du mining. Mais le pétrole et le charbon, c'est fini. Il n'y a plus de mining sur ces deux hydrocarbures-là, j'en suis convaincu, quoi. Ok, Donc la avant concurrence, c'est le gaz. Et aujourd'hui, une centrale gaz moderne, ça pollue pas des masses, hein. Si on avait que ça comme problème dans la vie en termes de pollution de notre planète, ça serait vraiment pas grave. Et donc, avant de passer sur le sujet du halving, est-ce que tu as d'autres a priori à débunker qui sont véhiculés un peu par ceux qui ne connaissent pas le sujet? Ouais, non, on a dit pas mal de choses déjà. Il faut bien comprendre que le mining a trouvé sa place. On dit toujours que c'est gros ça consomme autant qu'un pays. Un pays comme la Hollande, par exemple. Il faut bien comprendre on a créé une demande électrique de la taille de celle d'un pays comme la Hollande sans créer le pays et sans créer les outils de production de ce pays-là. Il faut bien intégrer ça. Ça veut dire que le mining, il a réussi à se positionner sans aucun dégât sur les installations existantes, sans que les gens se retrouvent asséchés en électricité, parce que ça n'a jamais été le cas. Donc, il y a eu une légende urbaine qui dit que le Kazakhstan a coupé et il y a eu une révolution à cause du mining, mais c'est pas du tout prouvé. Parce qu'il y a la place pour bien réaliser, hein. Aujourd'hui, l'outil mondial de production d'électricité permettrait de produire, je dis un chiffre sans notion de mégawatt, gigawatt, tout ça, juste un ordre de grandeur, permettrait de proposer de produire 300. Et le monde n'absorbe que 100. Donc ça veut dire qu'on a la capacité à produire 3 fois plus que ce qu'on absorbe. Et le mining, il vient se positionner là-dessus. Donc avant qu'il ait réussi à équilibrer la capacité de production et l'absorption, on pourrait avoir un mining qui serait 10 fois, 20 fois, 100 fois plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. J'ai une anecdote aussi que j'aime beaucoup quand j'étais au Canada, donc en 2018 encore. Forcément, avec la fonte des neiges, ils ont leurs barrages hydro qui sont hors Qui capacité, déborde. obligés de délester. Et à l'époque, c'était en quelques jours, ils délestaient et donc ils produisaient une énergie qui n'était pas consommée. Ils pouvaient supporter plusieurs fois le réseau Bitcoin par an, en quelques jours. Donc il y a une capacité électrique qui est quand même inexploitée. Donc c'est vrai que cet a priori est quand même assez fort toujours. Ouais, Ok. ça peut vraiment aider un exploitant hydroélectrique. Alors, pas tous, hein, peut-être qu'il y en a dans le monde qui arrivent à tout vendre et à tout produire tout le temps. Euh, Moi, je vois des électriciens qui sont de plus en plus convaincus de cette solution, en tout cas. Ok, Seb, du coup, passons maintenant au halving, hein, parce que c'est quand même l'objet de Ah oui, ce c'est vrai. Voilà, alors déjà, avant de rentrer un peu dans les conséquences de ce halving pour toi et pour ton métier, est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, quelque part, le modèle économique d'un mineur? Très concrètement, en fait, c'est quoi comment tu vis, quelles sont tes charges, quels sont tes revenus et comment ça marche? Est-ce que une fois que tu as miné tes bitcoins, est-ce que tu les convertis en fiat, en stablecoin, etc. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur ton métier concrètement et le modèle économique? Ouais, alors nous, on a un modèle économique que je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde, mais en gros, on fait tourner des machines. Ces machines produisent des bitcoins. On revend une partie des bitcoins pour payer l'électricité et nos charges qui doivent être les plus serrées possibles. Donc déjà, l'électricité doit être la moins chère possible et toutes les charges autour doivent être raisonnables. Ouais. Voilà, il Ok. n'est pas question de créer des outils de production. Ça a été la grosse erreur de beaucoup de mineurs, surtout dans les moments de boule. Les mecs se créaient des data centers délirants qui valaient des millions avec de la sécurité incendie, enfin tout plein de trucs qui servent à rien dans le mining. C'est une industrie qui est simple. Euh, donc voilà, Ok. Et toi, nous et donc, on a qu'une source de revenus, hein, c'est du Bitcoin qui vient de trucs, le reward, donc les fameux 6,25 Bitcoins qu'on touche en gros toutes les 10 minutes. Nous tous, hein, tous les mineurs du monde, j'entends, et les fees.
Voilà. Et donc, sur ce modèle, sur ce revenu, on est obligé de vendre une partie des bitcoins pour payer notre électricité et nos charges. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Les mineurs publics aux États-Unis gardent pratiquement tous leurs bitcoins et réussissent à payer leurs charges avec leurs fonds, hein, parce qu'ils ont un puissant fonds d'argent magique qui vient de BlackRock, en gros. Ok, donc sur tes revenus, et de toute façon, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui sont au courant de la magie du Bitcoin, donc c'est les rewards et les fees. Et donc tu disais que tu forcément pour combler tes charges, tu convertissais tes Bitcoins en fiat ou en stablecoin d'ailleurs? Les deux. Tout, tout dépend, mais en général en fiat pour payer l'électricité, parce que les électriciens souvent prennent pas le Bitcoin. Ouais. Ok, ok, très clair. Alors, revenons un peu sur le halving là, qui aura lieu là dans quelques jours, hein, donc le 20 avril si tout se passe bien. Comment toi, en tant que mineur, qu'est-ce que tu en penses? Quel est l'impact sur ton business? Est-ce que tu peux nous donner ton avis très concrètement sur l'impact en Oui, termes de... Parce que a priori, justement, ton revenu va être divisé par deux. ah bah absolument, hein, le nombre de Bitcoin, du jour au lendemain, ça va être 2 fois moins. Et c'est Donc vrai que bon, voilà, vas-y, vas-y. si on se dit on mine un Bitcoin par jour, par exemple, parce que, je pense qu'on fait un peu plus que ça, mais bon, admettons, sur les Virunga, ben on n'en fait plus qu'un demi. Bon, d'un autre côté, bon, on sait que c'est une échéance qu'on a intégrée, hein, qu'on connaît quand on est mineur. C'est beaucoup moins grave qu'un bear market où tu te retrouves de 20 000 à 3 000 en 10 mois, quoi. Tu vois, c'est plus facile à gérer. Et puis surtout, nous, il y a 3 mois, quand on a fait notre newsletter à nos investisseurs, on leur a dit, euh, on est prêt pour le halving. Et puis, on pense que là, d'ici le halving, le prix du Bitcoin va augmenter. Donc, il y a 3 mois, il était à 30 000. Là, maintenant, il est à 65 000. Donc, ça a déjà compensé la division par deux de la récompense, l'augmentation du prix. Bon, même si le hash rate a aussi augmenté en même temps, hein. Ok, alors Mais attends, ça, on reviendra plus tard sur la notion ouais, de bah, rate. disons que la concurrence a augmenté en même temps, mais pas proportionnellement au prix. Donc le halving s'attend sans dégâts cette année. On dit pas, oh, ça va être la bataille du dernier survivant, cette fois-ci, ça va être saignant et tout. Bah, Je c'est ça. pense que ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'était ça aussi où je voulais t'amener, est-ce que tu peux nous expliquer le concept, justement, la théorie du dernier survivant? Bah, c'est que dans ces moments de grosse perte de profitabilité, là, bah, tu te retrouves avec des gars qui gagnent plus rien, voire qui perdent de l'argent à faire tourner les machines. Ils n'arrivent pas à produire assez de valeur pour payer leur électricité et donc ils débranchent. Mais cette règle-là a tendance à être de plus en plus faussée, justement avec la présence des publics américains. En gros, c'est eux qui payent l'électricité la plus chère, donc c'est eux qui devraient dégager en premier, et ça serait génial. On verrait le hash rate plonger un peu. Et ils coulent pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'argent de BlackRock. Donc, même s'ils se retrouvent déficitaires là pendant quelques mois, ils vont continuer à faire tourner leur machine en attendant que le Bitcoin monte à 120 000 ou 150 000 dollars tranquille pour se retrouver dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, on t'entend parler de hash rate. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi c'est très important pour toi, pour ton Ouais, alors business? c'est l'unité de mesure de calcul, donc c'est la puissance de calcul. Et quand on parle du hash rate mondial, en fait, c'est la somme de la puissance de chacune des machines qui fait du mining dans le monde. D'accord. Et donc, lorsque théoriquement, tu as dit tout à l'heure que potentiellement, le jour ou quelques jours après le halving, des gens débranchent, ça veut dire que potentiellement, le hash rate va diminuer. Exactement, s'ils débranchent, ça diminue. Et alors, justement, est-ce que toi, d'ailleurs, dans ton métier, tu anticipes justement cette baisse et comment tu gères ce truc-là? Est-ce que d'ailleurs, tu as fait des probabilités sur un niveau de baisse potentiel? Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Oui, jusqu'à maintenant, on l'avait fait. Pour ce halving-là, je te dis, on le fait plus parce que avant, c'était assez facile. On avait une concurrence qui était saine et non faussée. C'est-à-dire que quand tu étais plus rentable, tu débranchais, hein, tu n'avais pas le choix. Et là, avec l'arrivée de ces acteurs géants qui ont des fermes énormes et qui débranchent jamais, même quand ils perdent du fric, mais monstrueux, hein, Corps Scientifique est resté en procédure de bankruptcy, ils disent aux États-Unis, là, pendant 18 mois, hein. Les mecs, ils perdaient un fric monstrueux tous les mois, ils continuaient, et puis BlackRock leur a refilé 100 millions, et retourne mon gars. Donc, donc aujourd'hui, c'est impossible de faire des stats, parce que, ben, voilà, il y a d'énormes mineurs qui sont capables de miner à perte et de miner à perte indéfiniment, hein. Alors, admettons, un mineur n'est plus rentable avec le halving, vu que ses revenus sont divisés par deux.
Quelles sont ses possibilités? Il peut revendre sa machine à la concurrence. Est-ce qu'il peut aussi se déporter sur un autre coin en proof of work, par exemple sur du Bitcoin Cash? Et quel a été en fait le comportement de ces mineurs-là au précédent halving? Ceux qui ont débranché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peut-être Là, attendu que la difficulté se réajuste. Enfin, c'était quoi bah, le tout, comportement? t'as tout dit. Il y en a qui ont attendu que la difficulté se réajuste. C'est un peu tendu comme Paris, hein. Nous, ce qu'on avait fait, par exemple, en 2018, euh, le halving était en 2019, je crois, hein, 2020. Mais en 2018, avec le bear market, c'était comme une situation de halving, hein. On se retrouvait avec beaucoup moins de revenus. Là, on cherche des mégawatts moins chers et on bouge les fermes, ouais. D'autres revendent l'intégralité de leur matériel. Voilà, et puis perdre la foi et arrête le mining. Moi, j'ai perdu beaucoup de confrères, hein, qui sont plus du tout dans notre écosystème depuis 2017. Ouais. Ok. Ok, Mais bah ça écoute. s'est beaucoup professionnalisé, c'est devenu très très gros, et donc ouais, aujourd'hui on a des concurrents qui ont une autre manière de voir les choses que nous. En gros, quand BlackRock investit dans des minières publiques, c'est comme s'il achetait du Bitcoin, mais beaucoup plus cher. Mais c'est pas grave, il décide de les acheter et c'est lui qui fait son propre Bitcoin. Alors, il lui coûte plus cher que s'il achetait sur le marché, mais il a les moyens, hein. Ouais. Alors, revenons maintenant sur le hash rate et sur la centralisation du hash rate, parce qu'il y a évidemment beaucoup de polémiques sur la centralisation des pools de minage. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est une pool de minage et pourquoi est-ce qu'il y a un risque éventuel d'une concentration et d'une centralisation géographique du hash rate? Ouais, alors une boule de minage, c'est très simple, c'est une coopérative minière, hein, c'est-à-dire que c'est un bureau qui va proposer à tout un tas de mineurs de se mettre ensemble de façon à lisser leurs performances. C'est-à-dire que si tu fais travailler ta machine tout seul, tu fais du mining en solo, ou même ton conteneur tout seul, tu as très très peu de chances, c'est une loterie, hein, donc tu as très très peu de chances de remporter la récompense et de miner un bloc. Donc en se mettant à plusieurs, tout un gros paquet, ben, on arrive à un niveau de probabilité où on sait exactement, enfin exactement, à très très peu de choses près, la performance qu'on va avoir et combien de Bitcoin on va miner. Et donc c'est un service que proposent ces entreprises, les pools, aux mineurs. Alors les pools peuvent être elles-mêmes mineurs ou pas, ça dépend. Mais il y a beaucoup de pools qui n'ont pas de mining intégré. Et donc, ben, j'ai oublié la question, Bah, maintenant c'était que j'ai présenté. justement la centralisation, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas Ah un oui, risque que ces pools de minage finalement soient centralisés, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur la Chine, sur les USA, etc. oui. Euh, Alors, C'est deux problèmes un peu différents parce que tu oui, as, oui, c'est deux problèmes différents. Joss a raison. Il y a les poules et souvent on parle de centralisation parce qu'il y a très peu de poules et puis il y a les trois plus grosses poules ont 80% du mining, par exemple. Ouais, on s'en fout, hein, c'est pas les mineurs, ça c'est les poules. Et puis elles n'ont pas le pouvoir de quoi que ce soit, les poules. On peut débrancher à tout moment. Il n'y a pas de contrat entre les mineurs et les poules. C'est vraiment on switch comme on veut. En revanche, la concentration des mineurs dans un pays ou dans les mains d'un acteur principal comme BlackRock, dont je parlais là, ça c'est une réalité. On sait qu'on parle de peut-être 30% du mining aux États-Unis aujourd'hui, peut-être 35, peut-être 40. Il y en a eu jusqu'à 60% en Chine. Et ça, on en est sûr parce que quand il y a eu le ban chinois, tout le monde a débranché en même temps en Chine. Et on a vu le hash rate baisser de plus de 50%, ouais, 60%. Ouais. Aux États-Unis, actuellement, ouais, peut-être 35 ou 40%. Donc, c'est une vraie concentration. Mais elle a toujours existé, quoi. Depuis que ça mine, ça a toujours été comme ça. Tu as toujours eu quelques gros acteurs, et puis de plus en plus de gros acteurs, et puis par-dessus ces gros acteurs, il y a d'autres très gros acteurs qui arrivent, et c'est tout le temps le même jeu. Donc jusqu'à maintenant, tu avais des acteurs énormes comme Bitfarm ou Bitfinex ou je ne sais quel gros mineur américain, canadien qui avait des énormes fermes. Et là-dessus, tu as des types comme Corps Scientifique qui arrivent et qui sont encore deux fois plus gros, trois fois plus gros, qui arrivent avec l'argent de BlackRock. Et on se dit, waouh, ça concentre. Mais en fait, non, ça a toujours été comme ça. Il y en a de plus en plus de ces gros mineurs-là. Donc finalement, il y a un partage, il y a un partage qui reste très éclaté quand même. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a alors toujours là, été comme ça. Quand tu voyais un gros mineur arriver à l'époque avec sa ferme avec 5000 machines, les Chinois, là, et que tu voyais, toi, tu avais tes 10 machines dans ton garage, tu dis putain, mais c'est dégueulasse, on n'arrivera jamais et tout ça. Ils vont tout concentrer. Et puis non, tu vois, c'est complètement parti dans d'autres pays.
c'est vraiment une industrie qui est très mobile. Et puis voilà, maintenant, il y a des acteurs extrêmement riches qui arrivent et qui ont les moyens de faire des grosses fermes. Donc, au contraire, ça déconcentre un peu des pattes de Bitfarm et des gros mineurs qu'on connaissait jusque-là. Est-ce que historiquement, voilà, quand on parle de la centralisation géographique, comme tu disais, il y avait énormément de mineurs qui étaient en Chine, la majorité du hash rate, et donc il y a eu une législation qui a fait qu'ils ont dû débrancher. Et là, ce hash rate c'est un peu réparti autour du monde, mais c'est reconcentré quelque part aux États-Unis. Oui, Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que justement un événement comme le halving qui va réduire la rentabilité, avec aux États-Unis qui a quand même une excès quand même assez cher, en tout cas plus cher qu'ailleurs, est-ce que ça pourrait aussi recréer un événement de redispatch ou de redistribution de ce hash rate? oui. Alors pour ceux qui payent l'électricité assez cher aux États-Unis, oui, c'est sûr. Surtout si le prix ne continue pas à monter, quoi. C'est-à-dire que là, si tu as un Bitcoin qui redescend à 50 000 ou entre 50 et 60 et que ça reste comme ça pendant 6 mois, les gars, ils vont souffrir. Mais comme je t'ai dit, il y en a beaucoup d'entre eux qui peuvent souffrir très longtemps avant de débrancher. Donc, c'est très difficile de faire une règle. Ouais. Alors apparemment, là, tu as quand même dépeint une industrie qui est extrêmement centralisée, au moins de quelques acteurs. Donc, 3 poules de minage qui ont la plupart du hash rate, quelques gros acteurs qui concentrent aussi une grande part du hash rate. Et tout le monde dit que quand ce hash rate sera centralisé, il y a des risques d'attaque sur Bitcoin, des attaques de 51, des attaques de censure, enfin des risques de censure de transactions. Donc apparemment, on est dans une réalité centralisée. Et pourquoi il n'y a pas aujourd'hui d'attaque de 51, ou est-ce que c'est un risque qui est toujours présent? Quel est ton avis sur ce sujet-là? Bah aujourd'hui, si l'attaque venait des États-Unis, ils n'ont pas encore assez de hash rate. Et puis beaucoup de mineurs américains ont compris le risque d'une centralisation aux États-Unis et aujourd'hui ils décident de ne plus grossir aux États-Unis ou au moins de grossir en parallèle de manière équivalente ailleurs, de façon à stopper la concentration aux États-Unis. Mais au-delà de ça, même si les États-Unis, bon, que la Chine a eu, on pense, jusqu'à 60% du hash rate, et là, il y avait un vrai danger, hein, d'une attaque à 51%, d'une confiscation des fermes, d'une confiscation des outils de production des ASIC, parce que les Chinois étaient les seuls à fabriquer les ASIC. En gros, ils avaient vraiment la main sur le Bitcoin. Et pas grand monde en parlait. Et aujourd'hui, que les Américains ont peut-être 30 ou 35 ou 40% du hash rate, tout le monde en parle avec cette peur qu'ils puissent domestiquer le Bitcoin et le changer complètement. Alors moi, j'y crois pas une seconde, hein. Même si les États-Unis avaient 60% du mining mondial, ça changerait rien du tout au Bitcoin. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Mais surtout, je pense que ça n'arrivera pas. Et puis, il y a Biden qui menace les Américains d'augmenter les taxes sur l'électricité pour les mineurs de 30%. Donc, toutes les autres industries, non, mais le mining, oui. Donc, bah, ça les fait réfléchir aussi. Et je pense que grossir aux États-Unis aujourd'hui est quelque chose d'assez risqué. Alors, concrètement, imaginons-nous un monde où les États-Unis ont 60% du hash rate. Hmm. Okay. Quels sont les risques concrets pour Bitcoin? Concrètement, quel genre d'actions peuvent être faites? Bah, ils peuvent faire une attaque à 51%, à mon avis, une fois, et ça peut avoir un impact énorme sur la réputation de Bitcoin et donc sur son prix. Mais c'est à peu près tout, parce que pour le reste, Alors, comment se matérialiser justement, parce qu'on dit tout le monde met cette attaque à 51% comme un risque ultime, de la façon dont je le comprends, pour une attaque de 51%, ça veut dire que tu vas effectuer une transaction que tu vas annuler par la suite. C'est bien ça dont on parle. ouais, Et donc, ouais. en théorie, une attaque avec 60% du hash rate, enfin, faire une attaque 51, ça nécessiterait de trouver quelqu'un avec qui faire une transaction de plusieurs milliards de dollars que tu pourrais annuler dans l'heure. Oui, effectivement, ouais. Quel genre de transaction cela pourrait être? Parce que j'ai du mal à concevoir une transaction de Non, ce mais moi genre-là. aussi, hein. Moi aussi, j'ai du mal à le concevoir. Alors, je voudrais pas gâcher parce que bon, il y a un gros truc qui va arriver, mais je peux pas en parler, qui démontre ça, qui démontre que la propriété de 60% du hash rate américain, ça serait pas un drame pour le Bitcoin du tout, ça serait insignifiant. Mais Je ouais, pense je peux pas donner les arguments. Je laisse à l'auteur de l'étude qui va voilà. sortir Et bientôt. d'ailleurs, je pense que ce sujet-là, on voit très bien de quoi tu parles et qui sera abordé sur la scène de Surfing Bitcoin cet été. Donc, pas de spoiler, Voilà. mais il y a des Voilà, je veux pas trop le spoiler, ouais, parce que c'est juste dingue, hein. C'est C'est une démonstration extrêmement importante.
C'est ça, et c'est évidemment en plus un sujet qui fait polémique un peu dans la communauté Bitcoin. Chacun a un peu son avis à donner sur ce point-là. Donc on sera très heureux de débattre à Surfing Bitcoin autour d'une bière ou d'un mojito ce sujet-là, après que cet intervenant du coup dévoilera justement ses arguments scientifiques par rapport à ce risque potentiel qui sera, j'espère, débunké à ce moment-là. Et on aura d'ailleurs. Exactement, et on n'en parlera plus jamais. C'est ouf. Non, je pense qu'on va en parler encore et encore et toujours. On a accordé beaucoup de temps au minage et à l'énergie à Surfing Bitcoin. Cette année, on va reconsacrer encore une demi-journée. Et je pense que tant que ça sera nécessaire, on abordera toujours ce sujet. Hein. Je pense pas qu'on va arrêter d'en parler de sitôt. Voilà. Et Et pour, vous avez vu, là, il y a quelques semaines, là, le World Economic Forum a fait une vidéo sur la ferme de mining des Virunga. Vous l'avez vu? Vous Ouais, l'avez pas vu? j'ai vu C'est- passer la news, j'ai pas vu la vidéo en Non, question. mais la vidéo est dingue. Incroyable, il faut que vous la voyez. Hein. C'est-à-dire que le World Economic Forum, jusque-là, était anti-Bitcoin comme pas possible. Ils avaient, ils avaient publié les trucs de Newsweek, là, comme quoi on n'aurait plus d'électricité à cause du mining de Bitcoin en 2020. Ils avaient écrit ça en 2017. Ils ont toujours fait que pendre sur Bitcoin. Hein, et là, mais la surprise, on s'y attendait pas du tout, quoi. J'ai cru que c'était une fausse vidéo au début qui tournait sur les réseaux. Et non, là, ils disent, voilà, le mining de Bitcoin, c'est vachement utile, ça a sauvé le parc des Virunga, quoi. Encore une fois, cet exemple de Virunga est quand même très percutant. Et peut-être que le moment où Netflix en fera un documentaire, ça va rentrer un petit peu plus, le sujet sera un peu plus compris auprès du grand public. Donc, en tout cas, nous, on va travailler pour toujours expliquer un peu ce sujet-là qui est quand même assez prédominant dans notre univers. Bah, écoute, cette histoire de docu Netflix ou même de fiction Netflix, ça fait au moins 3 ans que c'est sur la table. Donc, je pense qu'il y a un truc qui va sortir. Hein. On en Ok, entend parler depuis longtemps. Donc, eh bien, écoute, on va on attendre ça avec espère. impatience. Mm. En tout cas, du coup, il nous reste juste un dernier thème à aborder avec toi. C'est l'évolution du métier de mineur. Mais avant de parler de ça plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire, en fait, tout simplement déjà, où est-ce que tu achètes tes ASIC? Est-ce que enfin, en tout cas, des machines pour miner, pardon. Est-ce que c'est directement auprès du constructeur? Est-ce que c'est d'occasion? Voilà, enfin, très concrètement, comment ça marche? Comment est défini le prix d'un ASIC? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie-là qui doit être évidemment déterminante dans ton métier? Bah ouais, bien sûr. Ouais. On achète que du neuf, alors ou chez les fabricants ou chez des brokers. Ça dépend de différents facteurs. Souvent, les brokers sont moins chers que Bitmain, par exemple. Euh, Tout dépend des quantités. Là, la ferme qu'on ouvre à Brazza, par exemple, on a commandé des, des S21, donc les machines dernière génération, 200 TH, directement chez Bitmain. Mais bon, c'est 17 ou 18 millions d'euros de matériel. C'est plus facile d'envoyer cette somme chez Bitmain que de l'envoyer chez un broker, même si je le connais depuis des années, que j'ai super confiance et tout. Euh, c'est c'est un coup à devenir malhonnête hein, de choper 18 millions en USDT comme ça. Donc, quand c'est des gros montants, on commande directement chez Whatsminer ou chez Bitmain. Ok, parce que d'ailleurs, est-ce que tu parles de ça, mais est-ce qu'il y a déjà eu, toi, dans tes connaissances, que j'imagine que toi, tu n'as jamais subi ce genre de mésaventure, mais est-ce que peut-être un de tes confrères, ou est-ce que tu as déjà entendu parler d'un broker qui n'aurait jamais livré son client avec des Ah grosses bah, sommes d'argent comme ça? si, ça nous est arrivé à nous de nous faire avoir comme ça, euh, à 2 reprises, et je connais plein de gens à qui c'est arrivé. J'ai vendu en Russie avant la guerre avec l'Ukraine là. Un oligarque russe là, qui avait monté une ferme de mining, il a acheté 3500 machines en Chine et il s'est jamais fait livrer, mais il les avait payées. Hein. Donc je lui en ai revendu 3500. Ah, Et ça, c'est toujours un peu le Far West, ce secteur. Ouais, ça c'était en 2021, je crois. Mais oui, oui, bien sûr, il est encore heureux qu'il y ait une petite prime à l'expérience quand même. Ouais. Et alors, parce que tu n'as pas répondu à ma question sur comment est défini le prix. Est-ce que c'est Ah corrélé non, au ouais, prix du Bitcoin? C'est oui. intéressant ça aussi, ça doit être rock'n'roll. Alors, c'est très intéressant parce que oui, c'est pas du tout en fonction du coût de revient de la prod, hein, c'est en fonction du cours du Bitcoin au moment où il est vendu. Ouais. Donc tu peux voir les S19, admettons un S19 110 TH qui sont ceux qui ont été le plus vendus.
Il a été vendu à tous les prix, hein. Il a été vendu à 1000 ou 1500 comme à 11 000, quoi. Et Ça donc dépend des périodes. la même La machine même a machine, ouais. son prix fluctue en fonction du prix du Bitcoin, quoi. C'est un peu comme si on achetait Exact. notre voiture et qu'elle fluctuait en fonction du prix de l'essence, quelque part, quoi. Exactement. Et alors, ce qui est chiant avec les ASIC, c'est que ça suit parfaitement la hausse du cours, mais ça suit pas la baisse. Il y a un petit Quand les retard cours sur la montent, baisse. voilà, quand les cours montent, les ASIC augmentent assez vite en prix. Et quand le cours baisse, souvent ça peut prendre 3 mois. Si c'est vraiment une tendance baissière longue, les ASIC finissent par baisser. Mais si on Alors, a une grosse chute pendant 15 jours, le prix de l'ASIC il bouge pas. je pense qu'on peut voir ça aussi au prix à la pompe, hein. Quand le baril augmente, le prix à la pompe augmente très vite. Et quand le baril descend, le prix à la pompe a tendance à ne pas descendre aussi vite. Oui, mais dans les ASIC, il arrive que ça redescende, alors qu'à la pompe, ça ne fait que monter même quand le baril baisse, ouais. Et après, alors, pour le coup, est-ce que tu peux nous dire justement à quelle génération d'ASIC on est aujourd'hui et comment tu vois en fait cette technologie évoluer, les Bitmain et compagnie, comment est-ce que ils vont innover, j'imagine, dans dans ces outils-là? Parce que ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de nouvelles Ouais. machines plus puissantes ou avec des gravures plus fines. Est-ce qu'on a atteint une limite technologique ou est-ce qu'il y a toujours des développements et des progrès qui se font? Bah, ça dépend effectivement de la gravure des puces, donc il est fort possible qu'on ait atteint le max, là, hein. Aujourd'hui, les ASIC les plus performants font 200 TH. Nous, quand on a commencé avec des T9 qui faisaient 11 TH, même pas, 9 TH, je crois. Puis après, les S9 faisaient 11, 11,5, 14. Et puis après, les nouvelles générations, les S19, les S17 faisaient à peu près 50, les S19 110, 120, et là maintenant 200 TH. Je sais pas s'ils peuvent aller beaucoup plus, hein. C'est vrai. Donc, selon toi, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait atteindre d'un point de vue technologique sur les ASIC. Bah non, la gravure des puces, ça peut encore s'affiner un petit peu. Peut-être qu'on verra des ASIC jusqu'à 300 TH, bah, avec la même conso électrique, hein, j'entends, parce qu'il suffit de Ouais. mettre plus de puces et on a plus de TH. Mais l'efficacité énergétique va dépendre de la finesse de la gravure et je pense qu'on n'est pas loin d'être arrivé au bout de ce qu'on peut faire en termes de finesse. Et d'ailleurs, on a une Donc, question dans le chat des stackers. Est-ce que les ordinateurs quantiques sont une menace ou pourraient aider le minage? Quel est ton point de vue là-dessus? bah, la question est très bien posée parce que c'est dans les deux cas. Si l'ordinateur quantique devient, je dirais, utilisé, bah, il pourrait être une menace comme une opportunité pour le mining, ouais. Bon, je suis pas grand spécialiste là-dessus. Moi, j'ai toujours réfuté ça comme ça, mais je sais que depuis, je sais pas si c'est pas Théo Mongenet qui a démontré que ça n'avait aucun intérêt et que ça pourrait pas marcher Enfin, il y a un de nos intellectuels français là qui a démontré que le quantique, c'était pas du tout une menace sur le Bitcoin. Oui, bah, il y a d'ailleurs c'est Antonopoulos aussi qui a une très bonne réponse là-dessus, où quelque part l'ordinateur quantique, s'il existe aujourd'hui et qu'il a une puissance de nuisance tellement forte qu'il est un peu gardé comme une arme secrète dans la manche et qu'il n'y a aucune raison de la sortir maintenant. Et si l'ordinateur quantique devient un standard de l'industrie, bah, en fait, la difficulté de minage va s'ajuster et tout le monde va miner sur du quantique et au final, on revient Oui, au même voilà. niveau. Oui. Voilà, ça serait une opportunité pour les mineurs comme ça aurait pu être une menace. Donc voilà, Mais en tout ça, cas, le risque, c'est le changement de technologie. Alors, peut-être pas avec du quantique, mais qui trouve autre chose que des ASIC. Tu sais, les ASIC, ça a remplacé les cartes graphiques, qui elles-mêmes avaient remplacé les PC. Euh, un changement de technologie, ça peut être ultra catastrophique, surtout pour les gros mineurs qui ont déjà investi des milliards, quoi. Et d'un seul coup, qui se retrouvent complètement obsolètes avec leurs milliards de matériel. C'est Ça, c'est une véritable menace, hein, que tu en as à nouveau là qui trouve quelque chose, qui nous sortent une machine avec 1000 TH, là, ça ferait mal, hein. mais c'est une menace pour les mineurs, mais quelque part, Bitcoin, les cartes du minage vont être redistribuées et le Bitcoin va toujours Ce sortir des sera toujours là. blocs et c'est pas une menace pour Bitcoin quelque part, c'est Ah plutôt non, une ah non, menace pour le numérique. c'est même encore une opportunité de redistribution des cartes pour le mining. Non, non, ça serait bénéfique à Bitcoin, ouais. Ça foutrait les boules aux plus gros mineurs, et à nous aussi certainement, mais c'est le risque. Alors, parlons maintenant des fees, parce qu'on n'en a pas trop parlé, finalement. Toi, comment est-ce que tu vois, parce que c'est une partie de ta rémunération quand même, hein, si j'ai bien compris.
Comment tu vois en fait l'évolution des fees après le halving et même après les futurs halvings des prochaines années, dans 8 ans, dans 16 ans, etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Juste pour reconstituer un peu, recontextualiser la question, c'est que les mineurs, ils ont la récompense du Bitcoin en Bitcoin qui va être divisé par 2, mais en plus, ils ont les frais de transaction qui sont attachés à toutes les transactions, en plus de ces rewards et des récompenses du minage. Oui, c'est ça. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc les frais, ça représente une part, je crois que ça représente 8%, quelque chose comme ça, du revenu des mineurs aujourd'hui. En tous les cas, c'est une part qui est pas très significative, mais elle ne fait que grossir. Et aujourd'hui, la rémunération juste sur les fees, c'est beaucoup plus que la rémunération totale des mineurs, reward compris, il y a 7 ou 8 ans quand j'ai commencé. Donc cette part-là augmente. Évidemment, il faut partir du principe que si on est mineur, il faut y croire, hein, que Bitcoin va devenir l'étalon monétaire, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de transactions, qu'elles coûteront plus cher, et puis et que ça suffira largement à rentabiliser le mining. Je suis pas très inquiet, d'autant plus que moi j'ai plus qu'un halving devant moi avant de prendre ma retraite, hein, donc je suis pas inquiet de ça. Parce que là, ok, bon, petite digression, mais effectivement, les fees là, depuis les 12 derniers mois ont quand même beaucoup augmenté. Donc forcément, toi, tu étais content avec le phénomène Ordinals et compagnie. Alors, quel est ton avis là-dessus et comment tu vois évoluer là à court terme cette augmentation des frais liée à cet effet de mode ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? Bah nous, j'ai demandé au gars de me faire un calcul parce on n'arrêtait pas d'entendre qu'on était devenu riche grâce aux ordinals. C'est insignifiant en termes de revenus pour les mineurs, quoi. Ça nous a rapporté que dalle, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est Epsilon. Ça, on n'en entendra plus du tout parler dans 5 ans. Ça aurait été un mauvais souvenir, quoi. Mais pour l'instant, moi, ça a permis de gonfler un peu les frais. Et puis tant mieux, ça a amené de l'argent dans l'écosystème, hein. Et, moi, je le considère pas comme une menace. Je vois pas l'intérêt de légiférer là-dessus. Ça va s'éteindre de soi-même, je pense. Ok. Eh bien, écoute, on a une dernière question pour clôturer ce C'est bel dingue. échange avec toi. Parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Bah oui, Euh, c'est ça, c'est long, hein. voilà. Donc, non, mais voilà, c'est une petite dernière question qui est qui est quand même importante. C'est finalement comment est-ce que tu vois. Alors, on a compris que tu prenais ta retraite au prochain halving, n'est-ce pas? Bah, Mais comment tu disons, vois, en fait, comment tu vois les moments. dans moins de 8 ans, dans moins de Voilà. 8 ans, donc un seul halving. Ouais. Voilà. Donc, comment tu vois finalement, alors pour ceux qui vont te succéder, comment tu vois l'évolution de ce métier, Cette industrie même. cette industrie même, ouais, voilà. Quel est toi ton regard de mineur sur le métier dans les 10, 20 ou 30 prochaines années? Bah, c'est ça, c'est que ça va devenir de plus en plus une industrie pointue et puis une industrie vraiment reconnue comme normale, quoi, traditionnelle. Ça sera ça sera moins sport à faire comme métier que ce qu'on a fait nous, parce que nous, il fallait vraiment il fallait prendre des risques et puis il fallait être en capacité de convaincre un électricien de se lancer dans ce truc-là délirant avec un Bitcoin qui venait de passer de 200 $ à 1000 $. Tu te rends compte, mais ça marchera jamais, ce truc-là, ça va couler et tout. Donc, ils vont rentrer dans un métier qui va être de plus en plus facile, enfin, pas facile, de plus en plus mainstream en tout cas, comme le Bitcoin devient de plus en plus mainstream. Et ça va devenir quelque chose ouais, pour moi, qui va vraiment devenir très important dans la carte de l'électricien. Donc, de plus en plus d'électriciens vont miner eux-mêmes, les mineurs vont s'associer avec des électriciens. Enfin, le rapprochement avec les électriciens, pour moi, est évident depuis longtemps, mais on le vit de plus en plus et on est vraiment extrêmement liés, noués avec les électriciens avec lesquels on travaille. Et quelque part, est-ce que comme le nucléaire, est-ce que tu peux voir une tendance où le minage de Bitcoin peut avoir une application un peu géopolitique sur le long terme? Peut-être, peut-être. Ouais, je sais qu'il y a en Ukraine, là, sur la centrale nucléaire qui se prend des bombes régulièrement là, dans le conflit russo-ukrainien, il y a des conteneurs de mining. Il y en a même un qui m'a demandé récemment, là, tu penses pas que les Russes, ils bombardent pour niquer le mining des Ukrainiens? Je lui ai dit, non, non, pas encore, on n'en est pas là. Mais peut-être qu'un jour, on en sera là, ouais, s'enverront des bombes sur leurs fermes de mining, parce que si, comme on le pense,
c'est l'or numérique et ça se substitue comme réserve de valeur et comme étalon monétaire à l'or. Bah, les mecs, ils vont pas hésiter à se confisquer les fermes et tout ça, hein. Donc, ouais, le métier de toute façon va changer, ça va rester ultra intéressant, je pense, et de se positionner bien aujourd'hui sur l'électricité. Pour moi, on prépare l'avenir pour le long terme. Moi. Même si moi je suis plus là, ma boîte sera encore là dans 30 ans, ouais, ça c'est sûr. Et, et le Salvador sera toujours là. Et en fait, ce sera une dernière question, mais qui finalement est dans la continuité de cette question, parce que c'est une question d'un de nos stackers dans le chat. Effectivement, d'ailleurs, toi, Joss et moi, nous étions au Salvador quand Nayib Bukele a annoncé la Bitcoin City. Et justement, son ambition de créer cette ville à partir de rien et qui serait connectée directement au volcan. Est-ce que tu sais d'ailleurs, toi qui es évidemment retourné au Salvador depuis novembre 2021, est-ce que tu sais où en est ce projet? Est-ce que finalement c'était que de la com? Voilà, quel est ton avis en fait sur le futur de la Bitcoin City au Salvador? Alors, pour moi, non, c'était pas que de la com, hein, c'était un véritable projet. Rappelle-toi qu'à l'époque, ça s'était pas mal pacifié dans le pays, que c'est après cette annonce qu'ils ont eu l'énorme attaque des gangs où ils ont eu 90 morts dans le week-end. Et c'est après ça qu'il a mis l'accent sur la politique sécuritaire. Et du coup, ce projet-là, comme le projet du Bond, ont été renvoyés au calendrier grec parce que la population n'aurait pas compris qu'il ne se concentre pas à 100% sur la lutte contre les gangs. Mais le projet existe toujours. J'en sais pas plus, mais je vais savoir bientôt parce que, comme je vous l'ai dit, là, on vient de créer une boîte au Salvador et je vais y habiter en tant que CIO de cette boîte. Donc, l'année prochaine, j'habite au Salvador. Je vais conseiller le Ouais, bah gouvernement alors sur ça sa c'est politique huge, ça, minière. c'est vrai que tu nous avais même pas dit ça. Non, Ouais. je vous l'annonce. Mais Ma femme a accepté l'idée d'aller vivre là-bas. J'en parlais énorme. depuis longtemps, mais elle n'était pas du tout d'accord. Mais là, un matin, elle m'a dit, bah, tiens, si tu veux, le Salvador, je suis d'accord. Ok. Et donc, tu auras un passeport salvadorien Je aussi? pense, ouais. Bah Je ouais, ouais, pense. ouais. Ouais. Excellente nouvelle. Ok. Et donc du coup, tu déménagerais quand là-bas? Début 2025. Ok. Bah là, Énorme. j'y pars vendredi, et donc on y Ok. reste 15 jours. On va visiter un paquet de terrains et tout ça, parce qu'on crée le siège de la boîte là-bas, puis je vais me mettre ma maison aussi là-bas. Eh ben écoute, ce sera l'occasion de refaire un nouveau podcast avec toi, avec un focus sur le Salvador. Invite-nous pour les vacances, hein. On Voilà. viendra volontiers. Normalement, je devrais pouvoir vous accueillir là-bas dans le confort. Ah Allez, bah, zonter. eh ben avec grand plaisir. En tout cas, merci Seb. On est resté un peu plus d'1h15. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. En tout cas, voilà, ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. On est très heureux de t'avoir invité. Et puis on se revoit. Alors après ton voyage au Salvador, j'espère que tu seras à Surfin et je sais que tu seras à Surfin en fait. Donc on a déjà hâte de ce prochain Surfin et tu nous raconteras bah, tes dernières aventures à Biarritz les 28, 29 et 30 août. Ok, ben merci à vous. C'était un plaisir, les amis, hein. Je suis toujours ravi de discuter avec vous. Et puis, bah oui, on se voit, dans le pire des cas, on se voit à Biarritz au mois d'août et ça commence le 28. C'est mon anniversaire, donc je pense qu'on fera une grosse stuff le soir même. C'est parfait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, bonsoir à tous. Salut. Ciao. Bonsoir.